Ça, c'est le tout nouvel Ariya 2023. C'est bien sûr le premier VUS électrique chez Nissan, mais contrairement à la Leaf, il naît, disons, dans un monde où la compétition est pas mal plus féroce qu'en 2011. Alors, est-ce que ce qu'il faut pour se démarquer des ID4, Mustang Mach-E ou Hyundai Ioniq 5 de ce monde? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir maintenant. Alors, pour commencer, c'est quoi l'Ariya? Eh bien, c'est 6 versions qui se détaillent entre 53 et 70 000 $, moins les subventions, mais ça, j'y reviendrai. Ensuite, on a le choix entre 2 batteries, soit 66 ou 91 kWh, et il est disponible en format 2 roues motrices avant ou 4 roues motrices. Donc déjà là, en partant, c'est quand même une bonne différence par rapport au Ioniq 5, V6 ou Mustang Mach-E, par exemple, qui, eux, en version 2 roues motrices, sont propulsion. Alors ça, c'est pour les informations importantes qu'on va aborder aujourd'hui, mais juste avant, comme je sais que vous aimez ça quand je vous raconte des petites histoires sur l'industrie et que je sais aussi que probablement chaque acheteur ou chaque vendeur de l'Ariya vont se faire un peu niaiser avec ça, crevons l'abcès en partant. Ariya en France, je suis pas sûr, mais en québécois, francophone, canadien, français d'Amérique du Nord, disons que ça sonne un peu bizarre. Et si quelqu'un vous niaise justement avec le nom de votre Ariya, vous pouvez vous dire qu'au moins il existe quand même pire que ça dans l'industrie. Pensez à la gamme électrique d'Audi par exemple, ou à la Lamborghini Reventon, la Chevrolet Nova, la Mazda Laputa, qui n'a pas vraiment besoin de traduction, ou le Mitsubishi Pajero, qui va un peu dans le même sens que la Buick LaCrosse. Il y a aussi la Jetta, qui se prononce Jetta en italien, qui était un peu prémonitoire parce que quand Volkswagen ont renommé la deuxième génération de Jetta en Europe pour Vento, ça a fait 2 défaites de suite pour eux en Italie. Et en portugais, la Ford Pinto est un peu l'équivalent de grosse corvette ici, et le Hyundai Kona s'appelle le Kauai sur ces marchés-là parce que le nom d'une île hawaïenne sonnait un peu plus corporatif, disons. Donc, mon point ici, c'est que l'Ariya, finalement, c'est pas si pire que ça quand on y pense. Et honnêtement, moi, un mot comme ça, même si c'est pas parfait dans toutes les langues, je trouve ça quand même mieux que les séries de lettres ou les séries de chiffres qu'on voit un peu partout aujourd'hui et qui finissent par juste plus vouloir rien dire. Et Nissan a même poussé leur créativité jusqu'à offrir un nom propre à chaque version de l'Ariya, parce que, comme je disais plus tôt, on en a 6. Alors, ça commence avec l'Engage et l'Evolve e-Force qui ont la petite batterie. Et pour ceux qui se le demandent, e-Force veut dire traction intégrale, donc plus de puissance, puisqu'on a un moteur supplémentaire à l'arrière. Ensuite, à 490 km, le Venture Plus avec sa grosse batterie et un seul moteur est le champion de l'autonomie. L'Evolve Plus, lui, troque la traction intégrale de l'Evolve e-Force au profit de la grosse batterie. Et les Platinum Plus et Premier ont la grosse batterie, ont la traction intégrale et ont les moteurs les plus puissants parce qu'ils développent 389 chevaux et 442 livres-pieds de couple, ce qui leur permet de boucler le 0-100 en un temps respectable de 5,1 secondes. Par contre, ce que ces versions-là n'ont pas, c'est les 7 000 $ du provincial, puisque leur PDSF dépasse les 65 000 $, mais à 69 000 dans les deux cas, ils ont au moins droit aux 5 000 $ du fédéral. Alors ça, c'est pour ce qui est des versions. La question maintenant, c'est comment y est à conduire l'Ariya? Eh bien, pour commencer, nous, ce qu'on a laissé aujourd'hui, c'est la version Evolve Plus, donc pas mal ce qui se fait de plus équipé en format 2 roues motrices. Et ma première impression, c'est que c'est vraiment très silencieux à bord, c'est vraiment très confortable aussi. On a évidemment les fameux sièges zéro gravité inspirés de la NASA qui sont juste parfaits. La suspension, elle, est juste assez souple. C'est plus souple que dans une Mustang Mach-E, par exemple. Et avec un bon pouce de plus de garde au sol, je dirais même que c'est plus souple que les Ioniq 5 et V6. Donc, dans les nids de poule, ça pardonne plus. Mais je dois dire par contre que sur des petites routes sinueuses, c'est un peu moins sportif aussi. En fait, on a beau avoir le même couple et 70 chevaux de plus que la Ioniq 5, les temps d'accélération sont exactement les mêmes parce qu'à 5000 livres, l'Ariya est environ un quart de tonne plus lourd. Et un quart de tonne, ça se ressent non seulement quand on accélère, mais ça se ressent surtout aussi dans les courbes et au freinage. Donc l'Ariya, même s'il se déplace quand même très bien, il est clairement plus axé sur le confort que sur la performance. Il mise beaucoup aussi sur la technologie, avec ses 2 gros écrans ou son nouveau système ProPilot qui fonctionne mieux que jamais sur l'autoroute. On peut conduire sans les mains. Et bref, on sent vraiment tout le progrès que Nissan apporte avec l'Ariya.
Et ce progrès-là, il commence avant même de prendre place à bord parce que, comme vous allez voir, son design aussi est assez novateur par rapport aux autres produits de la marque. Donc, si on commence à l'extérieur, à l'avant, non seulement on a le nouveau logo Nissan, mais il allume en plus, donc ça c'est bien. La calandre, elle, est évidemment pleine. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'en la ceinturant avec des phares de jour en forme de boomerang ici, ça vient un peu moderniser la fameuse grille V-Motion. Et cette ligne de lumière-là va donner aussi l'impression de rediriger l'air vers ces grosses prises d'air-là qui vont servir à refroidir le moteur qui lui se trouve ici, donc on n'a pas de frunk. Mais en mettant le moteur à l'avant comme ça permet, comme vous allez voir tantôt, de pouvoir offrir plus d'espace à l'intérieur. Sur les côtés, je trouve que Nissan est l'une des marques qui maîtrise le mieux les couleurs deux tons. Donc le toit et les piliers sont noirs. On a une ligne de chrome qui vient ajouter un peu de contraste et qui n'est pas sans rappeler le style sabre katana qu'on retrouve aussi sur la Z. Et plus bas, les bas de caisse sont noirs. Même chose pour les arches de roue, qui, soit dit en passant, sont quand même assez musclées. Et les jantes de 19 pouces qui ont un look très aérodynamique peuvent elles aussi être noires et peuvent même avoir une couleur qui s'agence avec le véhicule, ce qui est plutôt original. À l'arrière, on a un aileron qui est quand même assez imposant en personne. On a aussi un essuie-glace qui va probablement rendre jaloux certains propriétaires de Ioniq 5. Les feux, eux, sont unis. Et encore une fois, la section inférieure du pare-choc est noire. Donc dans l'ensemble, moi personnellement, je trouve ça très beau. C'est juste assez futuriste et c'est peut-être moins osé, disons, que les Coréens, mais je pense aussi que ça va être moins polarisant. Et finalement, pour ce qui est de l'aspect pratico-pratique, les versions e-Force à traction intégrale vont pouvoir remorquer jusqu'à 1500 livres. Et pour ce qui est du volume de coffre, on parle de 1690 litres avec les sièges rabattus, ce qui est excellent. À l'intérieur, maintenant, là, on passe vraiment dans une nouvelle ère chez Nissan. C'est très techno, c'est très spacieux, plus proche d'un Murano qu'un Rogue en fait, et la qualité de finition est nettement supérieure à ce qu'on retrouve dans la Leaf, par exemple. Et pour vous montrer tout ça, c'est le moment de passer au segment point de vue de l'essai. Donc, dès qu'on ouvre la porte pour prendre place à bord, regardez à quel point tout est très épuré. Ça donne un feeling très zen. Pour démarrer, on pèse ici et les deux écrans de 12 pouces nous accueillent avec une belle petite animation. Si je me recule un peu, comme vous pouvez voir, on a un volant à deux branches qui est plat en bas et qui est vraiment pas loin d'être parfait à mes yeux. Il est moderne, il est beau et il a juste le bon diamètre. Donc, pour le volant, c'est 10 sur 10. Ensuite, derrière le volant, les écrans, eux, font comme une espèce de Z si on les regarde d'en haut, ce qui est assez ingénieux parce que ça crée 3 surfaces et ça permet d'intégrer 2 boutons ici. L'infographie, elle, est assez familière aux autres produits de la marque, mais ce qui est une première, par exemple, chez Nissan, c'est qu'on a des mises à jour du système qui vont se faire à distance, donc ça, c'est super. Autre chose de super, c'est la ligne de couleur bronze ici que je trouve très belle. Ça me rappelle un peu ce qu'on avait dans l'EQS VUS qui vaut à peu près 3 fois plus cher. Par contre, ce que j'aime moins, c'est que oui, on a un vrai bouton pour le volume, ce qui est pas mal un minimum, mais sinon, ça manque de boutons physiques. Je comprends que Nissan voulait faire un habitacle épuré et à ce chapitre-là, c'est réussi, mais passer par un menu pour ajuster les sièges chauffants, ça a beau être pratiquement devenu la norme dans l'industrie, moi, ça me fatigue. Pour ce qui est de ces boutons-là, maintenant, quand je les ai vus au dévoilement, j'étais le premier à dire que j'aurais préféré de vrais boutons. Et maintenant que je peux les essayer en personne, ils vont relativement bien, mieux que je pensais pour être honnête, mais pas assez pour me faire changer d'idée. Quoique je dois avouer que la façon qu'ils sont intégrés dans cette surface-là en simili-bois, visuellement, c'est vraiment très beau. Un peu plus bas, dans la console, on retrouve aussi la même chose. Donc ici, on peut choisir notre mode de conduite. Les versions plus haut de gamme ont même un système de stationnement en parallèle parce que si ce n'est pas votre plus grande force, l'Aria peut le faire à votre place. E-Step, ça c'est pour le freinage régénératif à une pédale, parce qu'on ne peut pas vraiment arrêter complètement sans toucher au frein. Ça ici, c'est pour nous dire que notre téléphone est en train de se charger sous l'appui-bras. Et ces deux boutons-là, c'est pour avancer ou reculer la console. On a aussi un gros compartiment de rangement ici qui d'ailleurs découle justement de la décision de ne pas avoir de frunk pour offrir plus d'espace dans l'habitacle à l'avant. Et regardez quand on ferme ce compartiment-là, on a même une section ouverte ici au plancher
qui est un élément qu'on retrouve dans d'autres véhicules électriques et qui est très populaire, j'ai entendu dire, auprès des propriétaires de chiens, puisque ça salit moins les sièges, ce qui est une bonne chose ici parce que juste à les regarder, ils n'ont pas l'air donnés. Et finalement, si on observe un peu plus haut, on a un immense toit panoramique, mais attention parce qu'il s'ouvre en plus, ce qui est assez rare dans un véhicule électrique. À l'arrière, maintenant, c'est évidemment très spacieux. Je pense qu'on a un bon 5 pouces de plus d'espace pour les jambes que la Leaf, par exemple. Mais ce qui retient le plus mon attention, c'est les matériaux qu'on retrouve ici. Regardez juste l'intérieur des portes, comment c'est bien ficelé avec le cuir qui se prolonge sur le pilier B. Le derrière des sièges est en matériaux recyclés qui donne un feeling presque comme si c'était en espèce de jeans. C'est vraiment original. La surface en simili-bois de la console se prolonge jusqu'ici et on retrouve encore une belle petite ligne de bronze sur l'appui-bras. Donc, dans l'ensemble, je vais vous le dire honnêtement, les habitacles des produits Nissan sont toujours bien pour ce qui est, disons, de l'entrée ou du milieu de gamme. Mais là, avec ce que je vois aujourd'hui, on est complètement ailleurs. Avec le temps que ça a pris avant de lancer ce modèle-là, j'avoue que le contraire m'aurait déçu. Mais sérieusement, c'est vraiment un habitacle à la hauteur d'un véhicule de ce prix-là. Donc, comme je l'ai déjà dit dans une autre capsule, Nissan ont beau avoir été les premiers à commercialiser une auto électrique en 2011, force est de constater que les Japonais ont pris du retard en électrification. Je veux dire, c'est bien beau la Leaf, le MX-30, les BZ4X ou Solterra. Je veux dire, c'est rien de vraiment comparable par rapport à ce que fait Tesla ou même par rapport à ce que fait les Asiatiques en général, avec des marques comme les marques sud-coréennes, même des marques chinoises qu'on n'a pas ici comme BYD, mais qui surprennent juste de par leur volume de vente. Alors, moi, ce que j'aime avec l'Aria, au-dessus de son habitacle, ses technologies, sa mécanique, c'est de voir que les Japonais, qui ont toujours été un grand peuple de gars et de filles de char, sont enfin de retour dans la partie avec quelque chose de compétitif. Parce que je vous le dis, là, ça va se vendre, ça va faire de la compétition à des marques qui pouvaient peut-être s'accouler un petit peu plus douces depuis quelques années. Comme vous le savez, la compétition en automobile, il n'y a rien de mieux que ça, parce que c'est ça qui stimule l'innovation et c'est ça qui fait que les autos sont plus abordables. Et justement, la plus récente baisse de prix chez Tesla est l'exemple parfait à mes yeux pour prouver ça. C'est donc sur ce que se termine la capsule d'aujourd'hui. Alors, si l'Aria vous intéresse, je vous invite à venir en faire l'essai dans l'une des 5 concessions du groupe Bocage Nissan. Et d'ici là, comme toujours, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne. Et maintenant, je vous dis, on se revoit bientôt dans une prochaine capsule.